Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 des superstars qui ont connu l'élimination au premier tour des playoffs. Après avoir parlé de Nikola Jokic dans la partie 1, on va maintenant aller un petit peu plus au nord du côté d'Edmonton pour parler de Connor McDavid. Basile est toujours à mes côtés, j'espère que ça Toujours là. va toujours bien, Ça va mon cher toujours bien. Basile. On compte toujours sur vous bien sûr dans un premier temps pour vous abonner à notre chaîne et puis n'hésitez pas non plus, on compte sur vous, le petit pouce bleu et l'espace des commentaires pour le référencement de la vidéo. Ça fera plaisir aussi d'interagir avec vous. Donc voilà, vous l'aurez compris, on parle des stars qui ont connu la porte, bien sûr, au premier tour des playoffs. Et Connor McDavid, après 2 saisons consécutives où ça a quand même connu les finales de la Coupe Stanley, Ouais. là, on a vraiment l'impression qu'Edmonton est retombé dans ses travers. Une élimination précoce au premier tour des playoffs face aux Ducks d'Anaheim. Alors certes, les Ducks, cette saison, c'est l'une des bonnes surprises de cette saison. C'est une équipe qui a vraiment retrouvé de l'allant, une équipe qui est assez solide, qui joue dur, capable de même mettre des mauvais coups. C'était donc pas la meilleure des match-ups pour Edmonton. Mais bon, de là aller voir directement sauter au premier tour, effectivement, ça reste une grosse surprise. Et puis, quand on regarde un petit peu l'impact statistique de Connor McDavid, on est passé du meilleur pointeur en régulière avec 138 points en 82 matchs à un rendement. Alors, ok, il y a eu 1 point par match en moyenne, mais c'est nettement en dessous de ses standards habituels. Il finit la série de 6 matchs. Ils ont perdu 4-2, Edmonton. C'était finalement le même score que pour les Nuggets face à Minnesota en NBA. Un petit but, 5 passes et surtout un plus-minus de -8. Donc l'apport de McDavid sur cette série a été catastrophique. Alors, beaucoup de choses à dire au niveau de McDavid. On se rappelle bien sûr aussi la défaite aux Jeux Olympiques face aux États-Unis, bien sûr, avec le Team Canada. Donc, il y a cette étiquette de loser qui, encore une fois, va le poursuivre tout au long de cette intersaison. On risque d'avoir pas mal de rumeurs de nouveau autour de sa situation. On sait que McDavid n'avait prolongé que pour 2 ans, donc il me semble qu'il sera dans sa dernière année de contrat l'an prochain. Est-ce qu'il serait pas temps pour lui d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'a pas fait le tour du côté d'Edmonton? Est-ce qu'Edmonton est aussi réellement en mesure de lui permettre d'avoir une équipe assez compétitive? Et puis de l'autre part, justement, Edmonton. Certes, on a fait venir Tristan Jarry dans les cages. Est-ce que c'était réellement mieux que ce qu'on avait avant? Pas sûr. Non. On n'a pas remarqué vraiment de grandes différences entre Stuart Skinner et Tristan Jarry. Et puis oui, on a toujours Leon Draisaitl qui cartonne. Il a quand même inscrit 10 points en 6 matchs de playoff, c'est pas mal. Mais autour, un peu toujours les mêmes faiblesses. Par quoi tu as envie de commencer, mon cher Basile? Plutôt par Connor McDavid qui nous a habitués à mieux individuellement, ou plutôt par les Oilers qui n'arrivent pas à entourer le talent de McDavid? J'ai quand même pas envie de lui jeter tout de suite la patate chaude et je me dis que bon, il n'est pas forcément des plus aidés non plus. Certes, comme tu l'as dit, il y a Draisaitl qui cartonne à côté, mais on peut pas dire que Draisaitl sauve des matchs non plus. Par là, oui, c'est un très bon scoreur, c'est un gars qui va marquer des goals, c'est un gars qui sait mettre le palais dans le fond du filet, mais c'est pas le gars qui va aller te dribbler deux, trois personnes ou qui va te faire un effort pour un retour défensif parce qu'il y a une contre-attaque qui se fait. Draisaitl n'est pas ce genre de joueur-là. Connor McDavid se retrouve un petit peu seul. Alors, on l'a vu au niveau des statistiques dans cette série, elles sont tout simplement horribles, catastrophiques pour la qualité d'un joueur comme McDavid. On l'avait vu aussi un peu avec Team Canada. C'est vrai que des fois, il peut paraître un petit peu absent de la glace, même quand il est là, même quand il est sur la glace. Mais par contre, quand il veut décider de mettre la deuxième, là, effectivement, on voit tout le talent du joueur. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre ces dernières saisons où on attendait énormément de lui, puisque on arrivait proche, on va dire, du Graal pour lui et d'une consécration de sa carrière. Et à chaque fois, il y a un petit truc qui coince et qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, clairement, moi, c'est le premier truc que je pense. Il n'est pas aidé avec cette équipe des Oilers parce que c'est un peu de nouveau, un peu comme Denver, le même effectif. On n'a pas vraiment fait de grands changements non plus. Certes, il y avait Stuart Skinner qui avait fait de très bons playoffs lors de leur première finale et qui, depuis, a plus dégringolé que évolué.
et c'était devenu un réel problème. Et j'ai l'impression que ça a été un peu un mouvement de panique, le fait d'aller prendre un nouveau goalie et de ne pas forcément se concentrer sur quelque chose de concret. Et on l'a vu, il n'y a pas eu réellement de gros changements de tout à tout du côté des Oilers. Pareil au niveau de l'effectif. Tu as perdu quand même des joueurs. Je pense que tu as perdu Nurse, tu as perdu Corey Perry. C'est des joueurs qui étaient capables à l'époque d'aller mettre ce petit but-là dans une deuxième ligne, dans une troisième ligne, qui ne le sont plus là actuellement. Et effectivement, tu as des joueurs qui sont venus un peu remplacer ce genre de role-player, mais qui n'ont pas la même expérience que ces deux joueurs-là. En défense, à part Bouchard, je ne sais même pas de citer un autre défenseur, donc c'est pour te dire à quel point c'est assez pauvre. Et je vais faire le comparatif, puisque là, c'est une équipe qui cartonne pour le moment et qui, je trouve, c'est très bien reconstruite et a su faire les bons mouvements quand il le fallait. C'est le Avalanche de Colorado qui était un peu dans une même situation avec un joueur qui cartonne pour le moment avec Nathan McKinnon, qui avait un peu une baisse de régime en play-off, parce que tu butais soit au premier tour, soit au deuxième tour, et tu n'arrivais jamais à vraiment aller jusqu'au bout. On n'a pas hésité, on a mis Mikko Rantanen sur le banc de touche, on a été chercher Martin Etchas, on a vu qu'il y avait du progrès, on a vu que ça calait encore un petit peu, on a été chercher du Brock Nelson, on a vu que ça calait encore un petit peu avec du Brock Nelson, on a été chercher du Kadri. Donc, on voit que ça fait des efforts, on voit que ça cherche à améliorer l'effectif, et quand ça va pas, on n'a pas peur de dire ok, ça va pas, on change. On l'a vu notamment, et moi c'est quelque chose qui m'a surpris et choqué au niveau des goalies. L'année passée, on aurait peut-être pu penser que c'était Mackenzie Blackwood le goalie numéro 1. Le numéro 1 là, à l'heure actuelle, c'est Wedgwood. Donc c'est là où on n'a pas peur de faire des tests du côté de Colorado. Si on se plante, on se plante, et on reprend on garde notre effectif avec McKinnon, Landeskog, Makar, Davantaz, et on entoure mieux. Et ici, du côté des Oilers, j'ai pas l'impression qu'on prend ce risque-là de se dire ok, est-ce qu'on va sacrifier un Draisaitl pour aller chercher des joueurs qui sont peut-être moins superstars, mais qui sont peut-être plus compatible avec Connor McDavid. Parce que oui, effectivement, moi, c'est le premier truc qui m'a choqué quand on voit ses stats. Il a un plus-minus dégueulasse pour l'ampleur du joueur. Est-ce que c'est pas sa ligne qui pose problème? C'est là aussi où, du coup, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que c'est réellement tout sur McDavid, ou est-ce que c'est son entourage qui ne l'aide pas? Et effectivement, jouer tout seul dans un sport collectif, c'est normal que du coup tu ne states pas si autour de toi tu peux faire autant de passes que tu veux, si ça marque pas, tu n'auras jamais d'assist. Donc c'est là où effectivement je me pose un peu cette question là de est-ce que c'est réellement toute la faute sur McDavid, ou est-ce qu'on peut quand même un peu mettre ça sur la faute sur les coéquipiers. Je pense que McDavid a un peu cette tort aussi, parce que comme je l'ai dit avant la prise au début de prise de parole, qu'avec Team Canada on avait vu qu'il s'était un peu effacé à un certain moment. Ça a été le cas dans la série aussi, mais je pense que il ne faut pas tout mettre sur lui. Je trouve qu'on s'est peut-être un petit peu voilé la face à Edmonton avec les 2 finales consécutives face aux Panthers. Alors, tu n'es réellement pas passé loin il y a 2 ans. La saison dernière, c'est déjà un petit peu moins disputé. Mais là où même une équipe comme les Panthers a toujours quand même cherché à aller chercher la petite pièce supplémentaire, au final, tu n'as pas changé grand-chose, si ce n'est le goalie, mais j'ai un peu le sentiment que tu as fait un peu un même move comme Toronto l'a déjà fait, avec soit du Stolarz ou avec du Campbell en lieu et place de Frédéric Andersen. Tu n'as jamais été réellement chercher un goalie en qui tu peux entièrement avoir confiance pour être un numéro 1 hyper solide. On est toujours un petit peu finalement on est sur des seconds couteaux en quelque sorte. C'est ça. Capable de faire de très bonnes choses, mais capable aussi de se rouer, d'encaisser pas mal de buts. Tristan Jarry n'était plus en odeur de sainteté du côté de Pittsburgh, donc en soi, on peut pas dire que ce soit réellement renforcé. Mais voilà, je pense qu'on a vécu un petit peu sur ce run de 2 années consécutives en se disant, on a quand même été en finale, est-ce qu'on peut vraiment nous reprocher quelque chose? Maintenant, n'oublions pas que la conférence Ouest était peut-être un petit peu plus ouverte que la conférence Est, ne l'oublions pas. On le voit bien avec Colorado, quand Landeskog est absent, le capitaine emblématique, c'est pas la même équipe. Mais voilà, Landeskog est revenu. On a fait aussi, comme tu l'as dit, du côté de Colorado, quelques petits ajustements assez malins. Rantanen, on a vu qu'au final, c'était pas ce qui matchait le mieux avec McKinnon, alors que c'était quand même un joueur hyper fort. On peut limite penser à un duo Draisaitl-McDavid, Rantanen-McKinnon. On est sur 2 très très forts joueurs. On a pris le choix fort.
ok, on va enlever Morantanen. Netchas déjà s'éclate à Colorado, mais était sur le papier un petit peu moins fort, mais on a l'impression d'avoir un meilleur équilibre. Ouais. On a aussi été chercher des vétérans. Kadri en est un très bon exemple. Cette saison, tu étais dans une très bonne dynamique, tu as roulé sur la régulière, mais en vue des playoffs, on a été chercher ce jour-là. La saison dernière, les Panthers, ils vont récupérer Brad Marchand. Ouais. Certes, il est en bout de course, mais tu vas chercher ce joueur d'expérience capable de surgir quand il faut et quand l'équipe ne va pas bien en playoff, capable sur parfois un power play ou d'aller faire le bon petit play au moment décisif. Et une autre équipe aussi qui me fait penser un peu à ça, c'est Carolina. Ça fait des années qu'ils tournent autour. Mais là, on se dit pour le moment, les Hurricanes à l'Est, ils sont en 6-0 au moment où on tourne dans les playoffs. Alors, touchons du bois, j'espère qu'ils ne seront pas sortis d'ici là, d'ici 2-3 semaines quand la vidéo sortira. Mais Carolina, en tout cas, elle aussi, c'est une équipe qui a un noyau un petit peu dur. Frédéric Andersen au goal qui est là depuis quelques années, tu as du Sébastien Nao, etc. Mais on a été chercher un Tyler Hall, par exemple, ancien MVP, qui est plus le joueur qu'il était du côté de Boston ou même du côté des Devils, mais qui est capable d'apporter encore énormément. Et ça, on l'a jamais fait, ce move-là, du côté d'Edmonton. Alors, Edmonton n'est pas la ville la plus sexy, loin de là. Il fait moins 30 pendant 6 mois sur 8 de la saison. C'est clair qu'il y a plus sexy comme ville. Mais j'ai l'impression quand même qu'en NHL, il y a moins ce côté gros et petit marché, comme c'est le cas en NBA, par exemple. Ouais. Alors oui, Edmonton va peut-être moins claquer de l'argent que Toronto, etc. Maintenant, Edmonton, en NHL, c'est une franchise quand même prestigieuse. C'était la franchise de Wayne Gretzky. C'est une équipe qui a quand même gagné 6 titres dans les années 80 et début 90. Je pense que tous les joueurs, ou presque, ont quand même envie de porter le maillot des Oilers. Et puis bon, si on n'a pas envie d'aller jouer où il fait froid en hiver, à ce moment-là, personne n'ira jamais jouer à Montréal. Pourtant, les Habs, ça reste quand même une franchise aussi hyper prestigieuse. Donc je crois que Edmonton a la possibilité de faire quelque chose. Là, il va falloir, je pense, réellement cet été se poser la question, parce que McDavid, il lui reste 1 année de contrat. Alors peut-être que Connor McDavid a la tête ailleurs aussi, et je ne lui en voudrais pas, parce que Connor McDavid, peut-être lui aussi, au bout d'un moment, il va peut-être se dire, moi je suis dans une équipe managée par des baltringues, on n'a jamais réussi à m'entourer, même si c'est pas fréquent de voir une superstar comme ça vous partir et être échangé, ou même aller signer ailleurs lors de la free agency. Bon, Mitch Marner a signé à Vegas, mais c'était pas la star de Toronto non plus. On est sur un joueur, je dirais, un poil en dessous. Voilà. Là, ici, McDavid, on est sur le meilleur joueur de la ligue, donc quoi qu'il arrive, ce sera un traumatisme. Si McDavid, que ce soit lors d'une free agency ou il y a un trade, on serait sur une annonce équivalente à LeBron James qui a débarqué à Miami en 2010 en venant de Cleveland. Mais effectivement, voilà, on est, je pense, à l'aube d'un été à risque du côté d'Edmonton. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est facile aussi de pointer du doigt l'entourage. Bon, n'oublions pas qu'il y a quand même un Draisaitl qui est quand même solide, et beaucoup de joueurs aimeraient peut-être aussi jouer autour de Draisaitl. Maintenant, voilà, McDavid, je disais ses stats en introduction de cette deuxième partie. Là, pour le coup, cette saison, sa campagne de play-off, ok, il y a eu que 6 matchs, mais il n'a pas été irréprochable, loin de là. Donc, voilà, il va peut-être falloir aussi trancher dans le rang McDavid. Si tu n'as plus envie d'être là, à ce moment-là, c'est bon, balance-le, annonce que tu n'as plus envie d'être là. Même si Edmonton ne veut pas t'échanger, tant pis, fais le minimum syndical, mais dis-le. On a l'impression que c'est un petit peu le flou, effectivement. Et ce qui m'embête un petit peu derrière tout cela, c'est que, j'en parlais aussi tout à l'heure, il y a cette étiquette de loser qu'on lui colle à la peau. Alors, ok, effectivement, je peux l'entendre. Ce qui va permettre à McDavid d'être réellement dans le gratin des légendes de la NHL, c'est de gagner la Coupe Stanley. Voilà. Et je pense que si même il avait déjà gagné les JO avec Team Canada, on lui aurait un petit peu enlevé cette étiquette-là. Là, en plus, le fait d'avoir perdu les JO avec Team Canada, là, l'étiquette de loser, elle est effectivement très, très grande. Mais c'est sûr qu'il va falloir bouger d'un côté ou de l'autre, mais il va falloir faire quelque chose parce que, voilà, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais venir dire que McDavid est un loser et peut-être le plus grand loser peut-être même de l'histoire, parce qu'on va tout doucement rentrer dans des débats de la sorte avec McDavid. On n'a jamais vu un mec aussi fort individuellement ne pas gagner de titre, ne rien gagner du tout. Si, il aurait eu un Four Nations avec Team Canada, mais voilà, il n'y avait que 4 équipes. Il n'y avait que les joueurs NHL en plus qui étaient présents.
C'est un peu, voilà, c'est vraiment un cas qui est compliqué. Si tu devais vraiment, voilà, retenir une chose pour l'été à venir, est-ce que tu serais plus en mode, vas-y Connor, c'est bon, demande ton trade et, euh, et va voir ailleurs. Il y a le fantasme Montréal, pourquoi pas Pittsburgh aux côtés de Crosby, Ouais. plus pour prendre le flambeau, ou j'en sais rien, moi, à Toronto, ou chez les Kings à LA au soleil, ou voir même les Sharks avec Celebrini, ou est-ce que tu serais plus en mode, bon, front office d'Edmonton, bougez-vous vraiment Je pense pour mieux entourer McDavid. Je pense qu'il y a déjà eu assez de signal d'alerte déjà auparavant, avant les 2 premières finales qu'ils ont pu aller atteindre. Il y avait déjà ce signal-là de... On se souvient justement la première saison où ils vont en finale. On savait que c'était un peu la saison ou jamais. Parce qu'il y avait déjà eu de nombreux débats, parce que en playoff, ça choquait toujours les Oilers. Et on avait déjà eu, je pense, ce débat quand on était à la radio de est-ce que tu fais qui tout double pour la saison prochaine? Est-ce que tu trade McDavid et tu tournes la page, ou est-ce que tu traites Draisaitl et tu essaies de mieux entourer McDavid? On s'était déjà posé la question il y a donc du coup maintenant au moins 3 ans. Et là, malheureusement, effectivement, forcé de constater que le run jusqu'en finale n'est plus une excuse et que le retour à la réalité fait un petit peu mal. Donc, vu qu'on a déjà eu ce discours de est-ce qu'il faut mieux entourer McDavid, je pense que la réponse, on l'a en fait. Non, ils n'ont pas su mieux l'entourer, puisque t'es arrivé 2 fois en finale, et je pense que les 2 finales, tu peux réellement le remercier, parce que on l'a bien vu, t'étais mené 3-1, c'est qui a porté ses parties intimes dans le vestiaire et qui a gueulé sur tout le monde? C'est Connor McDavid, qui a été dire à tout le monde maintenant on se réveille. Ça a fonctionné. Alors oui, ça a fait gagner au Game 7 dans un match incroyable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça reste une finale que je pense beaucoup de monde vont retenir, parce que ils sont pas passés loin. Ça a été une superbe finale, et on a eu du très grand Connor McDavid. De même, la saison passée, je pense qu'on peut encore plus remettre sur les épaules de McDavid le run de playoff de la saison passée, parce que je pense que s'ils arrivent en finale, c'est grâce à Connor McDavid, puisque on avait Stuart Skinner qui était complètement mort plat au cage, et c'était grâce à McDavid qu'on arrivait toujours à mettre plus de goals que l'adversaire. Donc il faut pas oublier ça, et je pense que ils ont eu assez d'opportunités que pour mieux l'encadrer et de prendre des décisions fortes, comme, je l'ai dit, le meilleur exemple, ça reste le Avalanche, qui ont su dire à un moment, Mikko Rantanen, oui, ça va être choquant, oui, les fans vont être déçus, mais vous tracassez pas, on vous promet que c'est pour un mieux. Et effectivement, on le voit, regardez ici cette saison, le run de playoff du Avalanche, et même le run en règle générale depuis le début de la saison, il est quand même assez rassurant et assez, on va dire, fantastique de la part du Avalanche. On a un Martin Necas, comme tu l'as dit, qui s'amuse avec Kel Makar et Nathan McKinnon. On a du Brock Nelson qui sort du banc, qui est, à son âge, je trouve encore super remarquable. Mais t'as pas ça du côté d'Edmonton. T'as pas su faire le choix quand il le fallait. Et quand on voit les choix qui essayent de rassurer McDavid, ils sont pourraves. Donc, est-ce que c'est réellement... Pour moi, c'est des choix de panique, et on ne doit pas être dans la panique du côté d'Edmonton quand tu as un joueur du rang de McDavid dans ton effectif. Donc, clairement, pour moi, là, si je suis Connor McDavid, j'ai écouté, casser mon contrat pour la dernière saison, je me bats. Vous n'avez pas su faire ce qu'il faut. Moi, je suis le meilleur joueur actuel. Je peux être un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et en fait, vous êtes juste en train de ruiner ma carrière. Donc, je pense qu'il doit à un moment être réaliste et se rendre compte qu'avec Edmonton, malheureusement, c'est triste, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à faire quelque chose. Ou, imaginons, ils se réveillent et disent, écoute, c'est bon, on vire Draisaitl et on va te chercher Auston Matthews ou je sais pas, un truc du style. Why not? Mais je pense que c'est un peu rêvé, malheureusement, pour je pense qu'on arrive effectivement au bout d'un cycle. Je crois que cette série éliminatoire, elle est révélatrice d'avoir un McDavid entre guillemets autant à côté de la plaque. C'est que peut-être vraiment il y a une fracture qui est réelle. Moi, j'ai une théorie. Il est natif de l'Ontario, l'ami McDavid. Toronto, au moment où on tourne cette vidéo, a obtenu le premier choix de la draft. Et ici, énorme trade entre les Leafs et les Oilers. Les Leafs envoient le first pick à Edmonton en échange notamment en partie de McDavid.
À la limite, Toronto voudrait envoyer soit Matthews ou Nylander du côté d'Edmonton pour un petit peu quand même satisfaire le Oilers. Je me dis pourquoi pas. Matthews. Et du coup, Toronto se retrouverait avec quand même un enfant de son état en tant que chef de file. McDavid, je crois que du côté de Toronto, la hype serait monumentale. Ouais. Le maillot en plus des livres, c'est quand même plus beau que celui des Oilers. Donc, ça lui irait, je pense, très bien. Je crois que même pour l'image de la NHL, d'avoir McDavid comme ça dans une franchise comme les Leafs, je crois qu'en termes de merchandising, ça se vendrait comme des petits pains. Tout Toronto, et c'est 8 millions d'habitants, alors qu'Edmonton, c'est quand même beaucoup moins. C'est peut-être 500 ou 1 million d'habitants, ou peut-être un tout petit peu plus. Il y a, en tout cas, vous l'aurez compris, un net différentiel en nombre d'habitants. Je crois que oui, en termes de merchandising, la NHL se porterait très très bien. Donc, pourquoi pas? C'est du fantasme, mais en tout cas, effectivement, l'heure de McDavid à Edmonton est peut-être réellement venue. En tout cas, on compte sur vous, bien sûr, pour nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, de McDavid et des Oilers en commentaire. On compte aussi sur vous, encore une fois, bien sûr, pour vous abonner et liker la vidéo. On se retrouve quant à nous très vite pour de nouvelles vidéos et des débriefs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.